Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle critique du film Aladdin, un film sorti en 1992 de John Musker et Ron Clements. C'est un film issu des contes des Mille et Une Nuits. C'est un film qui a coûté 28 millions de dollars, il en a rapporté 504 dans le monde, un énorme succès. C'est un film qui dure 1h27 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? C'est Aladdin, un pauvre petit voleur de bas étage sur le marché d'Agraba qui se retrouve détenteur d'une lampe magique à qui va arriver des tonnes d'aventures incroyables. Il va découvrir l'amour au frère de Jasmine et va défendre ses intérêts contre un vilain malfaisant vizir Jafar. Donc il y a plein de trucs qui se passent, mais avant toute chose, c'est un film que j'ai vu au cinéma, que je n'ai pas vu à sa sortie, mais que j'ai vu au cinéma par la suite. Énorme, un grand coup de cœur, j'ai envie de dire. C'est un film très exotique. Un exotisme de carte postale, des scènes dépaysantes dès le début du film, dès le début du générique. Les Mille et Une Nuits aux sonorités orientales sont assumées par la scène d'entrée d'Aladdin dans la grotte digne d'un Indiana Jones. Une histoire classique nous est dépeinte. Aladdin va se voir offrir la possibilité de changer de vie, de changer qui il est grâce à une lampe magique. De là, le personnage peut réaliser ses rêves le plus fous. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut? C'est la question qu'on peut se poser. Et pour y parvenir, Aladdin doit se corrompre, devenir quelqu'un d'autre. Et au final, en voleur, il est plus honnête qu'en prince. On y retrouve régulièrement cette notion de mentir et en définitive à faire souffrir ceux qui l'entourent. On devait d'ailleurs voir au début la mère d'Aladdin qui devait le sermonner, mais au final elle a disparu et le personnage de Jasmine a été dopé au scénario, bien entendu. C'est un film qui est aussi bardé de références et dont le cumul de ces références se retrouve dans les imitations faites par le génie. Les imitations de génie, il y a beaucoup de choses. Il y a Pinocchio, La Petite Sirène, Arnold Schwarzenegger, Peter Lorre, Groucho Marx, Jack Nicholson, Robert De Niro, Woody Allen. On voit beaucoup de personnages. C'est une intrigue qui est similaire un petit peu quand même au Voleur de Bagdad, qui est un film muet de 1924, qui connut aussi une seconde version en 1940 avec des personnages d'Abou et Jafar qui en sont tirés. Et Jafar est d'ailleurs peut-être relié au vizir perse Jafar Ben Yahya Ben Yahya peut-être relié au vizir perse. Alors je suis pas sûr que je le prononce bien, mais c'est Jafar Ben Yahya. C'est très allemand, n'est-ce pas, comme nom de famille. Yahya. Ok, j'arrête. Donc l'intrigue s'inspire aussi de nombreux éléments élaborés lors de la première utilisation de l'univers d'Aladdin, univers oriental, dans La Bonne à Picsou, le film Le Trésor de la Lampe perdue. J'en ai fait une critique, vous pouvez aller la regarder, avec cette idée de génie qui est anachronique, qui est moderne par rapport au temps dans lequel il se trouve. Comme la plupart des films Disney, Aladdin fait référence à d'autres créations de la compagnie, La Belle et la Bête. Les créateurs eux-mêmes, les réalisateurs, John Musker et Ron Clements, sont dans la foule. À un moment, Aladdin bouscule deux hommes pour essayer de regarder un peu ce qui se passe dans le marché. Mais ce sont des représentations de John Musker et Ron Clements. Mais plus profond encore, Aladdin suit aussi des rails scénaristiques extrêmement connus, des étapes d'une théorie de constitution du héros qui s'appelle le voyage du héros, qui a été élaboré par Joseph Campbell, qui a été la base scénaristique de beaucoup de récits de héros. J'entends par là des récits comme Star Wars, c'est-à-dire que nous avons un personnage qui est appelé à l'aventure et qu'il refuse dans un premier temps. Il est dans la prison avec un Jafar déguisé, et puis tout d'un coup, après, il va subir des épreuves, différentes mésaventures, tout au long de la première partie du film. Dans le cas d'Aladdin, il obtient ensuite une élixir, c'est-à-dire une élixir, c'est une espèce de pouvoir, de choses spéciales. Ce sont les 3 vœux du génie. Et suite à cet élixir, il y a plein de choses qui se passent, et il est exilé dans un monde extraordinaire où il apprend de ses erreurs. C'est Jafar qui l'envoie au bout du monde, pour qu'il paye de son mensonge.
parce qu'il ne l'envoie pas comme ça gratos, hein, n'est-ce pas? Il utilise un savoir obtenu pour changer le monde. Il refuse de donner le troisième vœu et l'offre à son génie pour qu'il soit libre. Donc c'est voilà une des étapes du voyage du héros. C'est très classique, c'est très connu. Je voulais vous en parler pour que vous puissiez aussi bien apprécier le développement des personnages qui est assez fin. Moi je trouve, il est très bien. Alors bien sûr avec une VF toujours, je parle pas souvent de la VF comme ça dans les Disney des années 90, mais les VF sont très très bonnes. L'humour est extrêmement présent avec Apu au début du film qui fait des têtes pas possibles. Ensuite le génie dans toute la suite du film qui a un humour pur, mais vraiment un humour extrêmement fort. Et nous avons aussi le sidekick du méchant, Iago. L'humour du méchant pour calmer le mal, c'est ça, c'est un humour qui calme le mal. Et je trouve qu'à ce moment-là, la norme d'un méchant comique, de sidekick, qui ont uniquement la fonction d'être sidekick, commence à apparaître. Et moi je trouve ça dommage. D'ailleurs on l'a un petit peu déjà dans La Belle et la Bête avec le fou. Mais là, le méchant n'est pas dramatisé, parce qu'à chaque fois il y a Iago qui fait des remarques. Oh là, ça m'énerve. Et il n'arrête pas de bouger, de geindre. Il montre son sale caractère tout le temps, usant et abusant d'un langage cru et direct. Et c'est constant et c'est pénible. Et d'ailleurs, ils en abusent complètement dans Le Retour de Jafar, qui est donc la suite en vidéo, qui est complètement ratée parce que Iago prend une place trop importante. Mais nous avons quand même des personnages très très impressionnants. Le tapis, je vous parle même pas d'Aladin, je vous parle même pas de Yasmine, mais le tapis, il est excellent le tapis, ultra expressif, alors qu'il n'a pas de visage. Mais c'est formidable. On a aussi le sultan, qui est une copie typique du père de Belle dans La Belle et la Bête. Et nous avons Jasmine, qui est l'héroïne contemporaine, une Jasmine qui affiche en effet une apparence très sexy, terriblement séduisante à souhait. En plus d'être moderne, hein, elle se laisse pas faire quand même, elle n'est pas passive, bien qu'elle ait quand même son rôle de princesse qui l'oblige parfois à se laisser un peu faire. C'est un personnage intéressant, de toute façon c'était un personnage qui devait être basique à la base, mais qui a été finalement après développé davantage dans le scénario pour tout rééquilibrer par rapport à l'histoire d'amour qu'elle a avec Aladin. Alors Aladin, c'est quand même, quand on y pense, le premier personnage masculin principal à avoir réussi auprès du public, depuis Pinocchio et Peter Pan, en 1941 et 1953. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait un moment qu'on n'a plus eu d'humains. Et Taram, c'était raté, hein. Donc Aladin c'est quand même un personnage qui revient de loin, un nouveau personnage qui a eu du succès d'ailleurs, apparence d'ailleurs successivement inspirée de Michael J. Fox, hein, de Retour vers le futur, et j'ai lu même de Tom Cruise. Tandis que Jasmine a été plutôt inspirée par Jennifer Connelly, mais aussi de la sœur de son animateur Mark N. C'est un diamant d'innocence Aladin, tellement innocent qu'il n'est même pas tenté par toutes les tentations de l'or, des montagnes d'or, la grotte des tentations. C'est d'ailleurs très curieux que Aladin ne soit pas tenté. Mais voilà, il y a des choses qui se modernisent. L'idée du film d'aventure est changée et modifiée en confrontant le personnage d'Aladin à ses vieux démons et explicite les questions posées par le film. Quel est le prix du mensonge? Que faire de ces 3 vœux magiques? Penser à moi ou penser aux autres? Comme Jasmine doit accepter qui il est réellement, accepter ou ne pas accepter, s'accepter et accepter autrui. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la morale dans ce film-là. Sachez-le, hein, je ne vais pas aller davantage dans les détails, hein, sinon je bascule dans une analyse et je pense que la vidéo va déjà durer pas mal de temps. Alors aucun grand classique de Disney n'est réussi si son méchant n'est pas digne de ce nom. Jafar, un impressionnant personnage au physique longiligne et étonnamment grand. Son caractère est faussement posé, il est hypocrite à souhait. Il est charismatique, hein, le Jafar, avec un acolyte comique, insupportable, putain de Iago. Contraire totalement de Jafar, hein, vraiment totalement. Il est gros, ouais, il est basique, il est... Et j'aime beaucoup la voix aussi de Jafar, très calme et un petit peu manipulateur. Hein. C'est le serpent, hein, c'est vraiment ça, c'est le serpent. Et d'ailleurs, à la fin, il se transforme en serpent géant dans une scène complètement épique. Ouais, il se transforme en serpent et Aladin, il doit essayer d'éviter le serpent et tout ça. Je me rappelle au cinéma, c'était waouh! Franchement, une gestion de l'espace, de la taille du serpent, c'est super impressionnant. Hein. La référence est bien sûr celle de Maléfique,
se muant en dragon dans La Belle au Bois dormant. D'ailleurs, il y a une filiation, je veux dire, ils ont tous les deux une canne magique, ils ont des animaux de compagnie, ils ont un oiseau de compagnie, hein. Ils se transforment en gigantesques créatures. Ah oui, ils sont tous les deux avides de jeunes proies. Autant Maléfique, elle est en train de tripoter là le prince, parce qu'elle a envie de se le faire, parce que c'est une cougar. Maléfique, c'est une cougar. Et Jafar ne boude pas son plaisir quand il y a Jasmine qui vient lui faire des tournicotas dans la barbichette. Elle est si entortillée, bien sûr pas la barbichette, hein, entortillée, un truc dans l'entrejambe, hein, qui est tout entortillé, hein, aussi raide que son bâton, hein, son gros bâton. Il y a aussi le génie. Alors parlons un petit peu du génie parce que c'est quand même assez incroyable. Le génie propose tout un éventail de gags cartoon. C'est un personnage anachronique, c'est-à-dire que c'est un génie éminemment contemporain, avec des trucs, mais voilà, des gags. Il se transforme en personnage de foire. À un moment, il se transforme en sous-marin. Ça, c'est trop marrant parce qu'à un moment, il y a Aladdin qui est au fond de l'eau et il y a le génie qui veut le sauver, mais il peut rien faire. Donc, il y a Aladdin qui fait une espèce de mouvement de la tête, mais inconsciemment. Donc, il y a le génie qui dit « C'est bon, je prends ça pour un oui. » Après, tout d'un coup, il sort un modélisé en sous-marin allemand avec des grosses phrases allemandes. Ah, une grosse sous-marine! Et après, il commence à voler avec Aladdin et à le faire sortir de l'eau. C'est franchement un délice des fois. Il a un bleu très agréable aussi à l'œil. Il a un humour qui commence à être un petit peu saoulant à force parce que il est là tout le temps en train de faire des blagues. Il y a très peu de moments où il est vraiment dramatique. Et même dans les moments qui sont vraiment très intenses au niveau de la dramaturgie, qui doivent rester dramatiques, eh bien il arrive comme ça avec des blagues. Il est en train de faire les pom-pom girls pendant que Jafar est en train d'essayer d'attraper Aladdin. Là, je trouve c'est mal joué. Je trouvais justement que le final de La Belle et la Bête était mieux joué parce que c'était un final vraiment qui était purement dramatique. Ici, t'as encore des blagues et tout ça. Ça, c'est un petit peu énervant. C'est vraiment un électron libre, hein, le génie. C'est un électron libre dans sa servitude. Mais il a une énergie incroyable. Le génie vole la vedette à Aladdin dès qu'il apparaît. À chaque fois qu'il jaillit de la lampe magique, tel un magicien halluciné, au corps de caoutchouc, il déchaîne des tempêtes de rire. Ça, c'est ce que j'avais lu dans une critique. Je trouvais que c'était très juste, il déchaîne des tempêtes de rire. Et c'est un cirque narcissique que nous a livré Robin Williams dans la version originale. En VF, c'est Richard Darbois qui a fait une très très bonne VF. Alors, engager une star pour faire la voix, c'est une très bonne idée, et pour faire la promotion du film du coup. Mais Robin Williams a tellement improvisé qu'il y a eu plus de 16 heures d'enregistrement. Il a cependant accepté d'être payé au plus bas salaire d'un acteur de studio, mais à condition que sa voix ne soit pas utilisée pour le merchandising et que le génie occupe au moins 25% de la place sur les affiches et sur les bandes annonces. Il y a commencé à avoir des règles comme ça, mais qui n'ont pas été respectées. Et après, Robin Williams s'est brouillé avec la compagnie, c'est devenu un peu compliqué. Voilà, quand les stars veulent faire du showbiz, voilà ce qui arrive. En animation et mise en scène, c'est très rigoureux, c'est soigné, c'est haut en couleur. Il y a bien sûr le processus du CAPS, avec des séquences en animation par ordinateur, beaucoup d'effets spéciaux par ordinateur. Le tapis constitue d'ailleurs une grande innovation au studio, puisqu'il est la toute première représentation d'un objet vivant à être principalement animé par ordinateur. Jusqu'à lui, en effet, ce nouvel outil d'animation n'a pas été utilisé chez Disney pour des éléments de décor ou des effets spéciaux. Le personnage du tapis volant a été élaboré en animation de synthèse, parce que le motif qui orne le tapis est quand même assez complexe. Il y a aussi toute une scène de la caverne aux merveilles dont l'entrée, bien sûr, dans la bouche du tigre a été faite en image de synthèse. Mais je reviendrai dans une analyse sur la caverne aux merveilles en détail avec ce qui a été fait en ordinateur. Je vous expliquerai ça, mais dans une autre vidéo. Alors, il y a des scènes, voilà, des scènes super spectaculaires. La scène avec le serpent, la scène de la lave. Le travail est incroyable. La musique aussi est très très belle. Morceau de Menken, toujours la grande classe avec le rêve bleu. Le rêve bleu. J'ai la voix encore pétée, alors je peux pas chanter. C'est un voyage de longue distance sur le tapis magique et incroyable et mémorable. Très très belle musique. Maintenant que tout ça est dit, on va peut-être parler des thèmes du film. Ah là là, ça va être un truc énorme. Le dessin animé se développe souvent autour de thèmes principaux. Ici, je trouve qu'il y a vraiment l'emprisonnement, l'acceptation de soi,
C'est une histoire classique de caste, comme on a souvent dans le cinéma indien, pour le coup, hindou, avec tout ce qui se fait à Bollywood. Ici, c'est vraiment une histoire de caste, c'est-à-dire une histoire de classe sociale, pour être plus européen. Des personnes qui vivent dans deux sortes de prisons, l'un vis-à-vis de la loi et l'autre vis-à-vis d'un protocole. Alors c'est Aladdin. Il aide les pauvres. Il aide au début deux jeunes enfants, mais d'ailleurs... chose assez amusante, c'est que ces deux enfants, ils ne le remercient pas. Ils disparaissent comme ça tout de suite. Et quand Aladdin tombe dans la boue, les gens d'Agrabah se marrent. Donc, nous avons un peuple qui est réduit à sa fonction d'adulation et de spectateur. Et nous l'avons exactement quand Aladdin revient à Agrabah avec les trucs de prince et tout ça. Et t'as tout le monde qui regarde vraiment comme des spectateurs. Donc il y a ici une humiliation. Et dès le début du film, hein, vraiment, l'ascension sociale lui est refusée. Avec un plan voilà, où il va à la porte immense et il se rend compte qu'il peut pas rentrer dedans. Par contre, alors là, Jasmine, elle peut sortir hein, sans problème avec une petite corde et hop, voilà. Mais Aladdin il peut pas y rentrer, voilà. Donc on fait comprendre aux jeunes spectateurs et spectatrices que la solidarité entre les pauvres, bah ça n'existe pas, hein, parce qu'après il n'y a pas de retour, hein, et quand Aladdin elle a des ennuis, bah elle est tout seul, hein, avec son petit singe, avec Apu. Et encore une fois, si vous voulez réussir, c'est-à-dire être riche et avoir un palais, il faut le faire tout seul, et ça c'est bien normal parce que nous sommes dans une conception américaine, l'individualisme. Il aide les pauvres au début et hop, quand je suis prince, je passe mon temps à courir après Jasmine et je m'occupe pas du peuple. Il balance des pièces comme ça au début là dans la chanson du prince Ali, mais c'est des pièces qui sont créées par le génie, ça n'existe pas. C'est du bidon. Il veut impressionner la femme, bien sûr, avec son statut de prince. Et dans le deuxième, c'est le même tarif. Hein. Devenir riche et habiter un grand palais était plutôt une tentative de montrer en quoi ces valeurs-là ne sont même pas considérées comme possibles. Elles ne sont pas vaguement discutées. Dans Aladdin, c'est un film sur le rêve américain, de ces personnages qui rêvent, qui pensent qu'ils ont des choix libres. C'est un rêve d'ascension sociale, d'argent, d'avoir un enfant qui fonde une famille. C'est aussi la même chose. Dans La Belle et la Bête, il y a le père qui dit « Ah, mais tu devrais être avec Gaston, c'est un beau jeune homme !» Il a vraiment cette idée-là. Le père veut que sa fille ait une famille, et Gaston aussi, il veut être avec Belle. Hein. Voilà, il y a une valeur finalement très américaine d'un individu libre. Adam Smith n'est pas très loin, j'ai envie de dire. Mais finalement, ce film est quand même plus généralement, c'est être libre et être libre de tout. C'est finalement cette liberté, cette authenticité artistique qui conduit à la valeur universelle de l'amour, qui émane du couple que forment Aladdin et Jasmine. C'est un monde sans frontières, où les clichés tombent, cette liberté, où les obligations financières n'existent plus, où seules les relations humaines, les échanges entre civilisations, l'ouverture d'esprit subsistent. Un univers où les artistes sont libres de s'exprimer sans d'autres contraintes, comme dit la chanson, un rêve bleu, et en anglais c'est A Whole New World. Alors c'est tout à fait ça, c'est vraiment le monde de la liberté. C'est pour ça que je parle du film comme étant vraiment un film sur l'emprisonnement. C'est cette idée vraiment au départ d'un emprisonnement total dans toutes ses strates, et après une liberté qui va se déployer pour après retomber dans un emprisonnement, parce que après bien sûr on lui dit « Oh mais tu vas être sultan, tu vas avoir plein de choses à gérer et tout ça », et là tout d'un coup Aladdin il se dit « Oh merde, je vais être sultan, je gère pas, enfin parce que je suis un mec des rues quoi ». Donc il y a de nouveau un emprisonnement à la suite. La liberté est constamment mise à mal dans le film, et dans le final, tout en métaphore, où le mal est combattu, la princesse, figure emblématique de Disney, est enfermée dans un sablier géant qui représente le temps qui court, impératif imposé par les producteurs résonnant en temps financier. Et donc ce sont des ennemis créatifs, donc ils ont représenté très justement, et je pense pas que les producteurs l'aient capté, Jasmine dans un sablier, et le sidekick Abu qui se transforme en jouet. Ce n'est pas gratuit, ça rappelle le potentiel financier d'un tel personnage dans les films, et sa raison d'être considéré comme un jouet de merchandising aux yeux d'un producteur véreux. Le but est de vendre justement le plus de jouets possible, donc il y a voilà une représentation aussi de la conception du film et de tout ce qui se passe autour à l'intérieur du film. Donc c'est un film qui se réfléchit lui-même, ça c'est super intéressant. Après, on peut gratter encore d'un autre côté. On peut parler par exemple de la représentation de l'Arabie. Hein, ça aussi, ça a été décrié. Toute la première partie accumule des références occidentales dans le milieu oriental afin d'acclimater au mieux le spectateur déstabilisé par cet univers dépaysant, et le film s'ouvre sur une chanson que Disney s'est vu obligé de modifier car la Ligue arabo-américaine contre la discrimination s'est plainte.
plusieurs fois et sur plusieurs mois, hein. Les mecs ils lâchaient rien. Parce qu'elle était raciste et tout ça. Enfin, raciste, hein. Vous inquiétez pas, je vais vous parler du racisme, moi, dans ce film-là. Spécifiquement, justement, les paroles posaient des petits problèmes. C'était des paroles du style « On va te couper les oreilles si ta figure nous revient pas. C'est barbare, mais ouais, c'est chez moi. » Un truc comme ça. Enfin, là, j'ai la phrase anglaise devant les yeux, mais c'est quand même vachement violent, quoi. Donc, les paroles n'étaient pas la seule chose, d'ailleurs, que la Ligue avait remarqué. Elle avait remarqué aussi que le héros de l'histoire avait un physique étrangement européen, alors que les méchants d'histoire, eux-mêmes tous les méchants d'histoire ont des visages arabes. Alors c'est également pour eux l'occasion d'emmener le spectateur dans un univers qu'ils ne connaissaient pas. Donc il faut aussi proposer un univers envoûtant, un parfum de désert, des nuits fraîches, d'une époque sublimée, et peut-être malheureusement gommé par des préceptes un peu trop orientaux pour un public occidental. Donc ils font voilà des choses, ils mettent des choses occidentales au beau milieu de l'Orient, et c'est Disney au pays des barbares. C'est ça. Voilà, un long métrage dans le cadre d'un conte qui est finalement un voyage d'un héros occidentalisé. Malgré son cadre, Aladdin est un héros qui véhicule des valeurs principalement occidentales et qui est plongé dans un monde oriental. Alors là, on peut dire mode raciste on. Alors en plus de cela, le film a un rapport assez complexe avec la représentation des Arabes. Aladdin est truffé de stéréotypes et de clichés sur le monde arabe. Et dès le début du film, on a un petit homme voilà, qui veut attirer notre attention. On est déjà agacé. Alors on veut nous raconter une histoire pour un occidental. Voilà. Parce qu'Aladdin, par rapport aux autres, il est dessiné de façon européenne. Voilà, c'est un film avec plein de stéréotypes sur les Arabes. Bien sûr, stéréotypes sur les Arabes, on a tout de suite ces idées vraiment de paysages épinal avec des grandes dunes de tous les côtés, des fakirs à chaque coin de rue, c'est vraiment ça, avec des barbus menaçants aussi à chaque coin de rue en train de marchander, voilà, et des barbares barbus, des barbares barbus, sauf le héros, hein. Alors que justement, le héros, c'est un pauvre, il n'a pas moyen de se raser, ce devrait être le plus barbu, des barbares barbus, mais c'est pas le cas. Donc voilà, il y a un truc un peu bizarre, nous avons ici un film pour un public occidental où l'on nous montre un monde décidément autre, différent, barbare, avec des méchants à la nature cruelle, cupides, avares, avec des têtes d'arabes aux traits très grossiers, où nous avons notre héros Aladdin, au teint brun, un peu plus pâle, avec un nez et un look européen, une voix de jeune lycéen américain. Quand le public visé est majoritairement blanc, il est donc logique que de mettre un héros de type européen qu'autre chose. C'est quand même un peu réducteur, mais en même temps, faut pas trop lui jeter la pierre, c'est tout à fait normal. Alors méfiez-vous des Arabes, les enfants, ils sont différents de vous, ils sont cupides, cruels, barbares, rien ne les arrête, à part notre héros occidentalisé bien sûr. Donc voilà, des messages qu'on peut très vite déformer, avec bien sûr la représentation du méchant Jafar, qui est en noir, qui est dark. Avec Jafar, tout est dark. Voilà la question que je trouvais intéressante de se poser, c'est pourquoi Jafar aurait un visage tellement différent de celui d'Aladin. De quoi cette différence est-elle le signe? En théorie, Jafar et Aladin viennent du même endroit. Or, la différence entre leurs visages laisse à supposer une différence de nature. Une différence qui se situe au niveau de l'axe de la morale. Donc, la morale est reflétée dans le visage, par rapport justement à la nature raciale qui est mise de côté. Donc les personnages ont un visage plus moral que racial dans ces films-là, même dans tous les autres que nous allons avoir par la suite. Mais encore une fois, c'est des choses un peu complexes, on peut se poser des questions. Que serait cette bonne dose de provoque et de polémique si on ne parlait pas un peu de sexisme et de sexualité? Sexualité, en référence sexuelle partout. Déjà le château, voilà. Le fantasme d'Aladin, c'est d'avoir des bites géantes dressées, voilà. Non mais c'est ça, excusez-moi, mais c'est ça, quoi. Enfin, moi ça me paraît tellement évident. Justement, et quand Jafar envoie sur orbite Aladin, qu'est-ce qu'il le fait? Il le fout dans une tour, il le fout dans une bite et une érection, parce que Aladin n'a plus la possession de Jasmine. Parce qu'on peut vraiment on peut parler de possession, et d'ailleurs Jasmine le signale, je suis pas le premier prix d'une tombola, et là c'est très clairement le cas. Donc on envoie Aladin dans la tour, que après Jafar fait expulser pour après s'approprier ce qu'Aladin convoitait, c'est-à-dire la main de Jasmine. Donc je veux dire, il y en a qui ne voient pas ça et qui ne veulent pas voir ça, et qui trouvent que c'est de la surinterprétation et tout ça. Ok, tant mieux pour vous, mais cependant,
Ça permet de voir des pistes supplémentaires de pourquoi il met dans une tour. Il aurait pu juste le balancer comme ça, mais il l'a mis dans la tour. Donc ça peut avoir des symboliques sociales, mais ça peut aussi avoir une symbolique au niveau de la sexualité. Je veux dire, je crois qu'il ne faut pas se renfermer à toutes les possibilités de lecture des films de Disney, surtout que c'est tellement riche. On peut travailler tout ça et même justement se livrer à des libres interprétations sur un thème précis, et ça peut faire vachement de bien parce qu'on peut lire des scènes différentes. Alors bien sûr, il peut y avoir une représentation vis-à-vis de la sexualité du corps féminin qui est très réducteur. Voilà, le coup de foudre, c'est évidemment face à un corps fin et des cheveux pas possibles, et voilà, un petit corps bien comme il faut qui moustille le jeune homme, voilà, et l'autre est justement dans le marché, il dit waouh. Après il y a Abu qui veut essayer de le ramener à la réalité, mais il n'y arrive pas. Voilà, c'est un film qui est très injuste vis-à-vis de la femme, à mon sens. En gros, elle l'épouse et elle la ferme. Et c'est un peu ça. J'ose même pas imaginer le traitement de Jasmine avant qu'il l'ait dopée au scénario. Ça devait être horrible. C'est le seul personnage un peu important, hein, Jasmine. Tous les autres, c'est des hommes. Hein. Il y a 7 personnages ou 8 personnages avec le tigre qui sont des personnages masculins. Et en plus, on la prive de sortie. On la met dans le palais et puis voilà, on la séquestre. Pourquoi ? Mais Jasmine, tu es une princesse, comme dit le sultan. La fille prisonnière de son père, donc hein, ça vaut guère mieux que la belle avec la bête. Hein. Sauf qu'ici, le patriarcat est désincarné. Parce que voilà, le père, il est pas très vaillant, on va dire. Jasmine est prisonnière de sa condition de princesse. Elle n'est pas prisonnière d'une autorité patriarcale. Donc voilà, c'est prisonnière du protocole, comme je disais. Et elle ridiculise Aladdin quand elle peut s'échapper, quand elle peut être libre avec le saut à la perche, mais elle est obligée d'être tenue par la main pour monter un escalier par la suite. Vous voyez le tableau complètement déséquilibré. Genre, d'abord, j'en mets plein la vue et après, oh, je suis incapable de monter un escalier. Oh, c'est complètement ridicule. Ça peut vous paraître ridicule ce que je dis là, oui, mais c'est un dessin animé comme ça, voilà, parce que c'est voulu, mais il y a des idées derrière ceci. Je veux dire, Aladdin l'accompagne, la tient par la main parce qu'il va lui montrer son repère et ses envies d'ascension sociale. Donc, il la prend par la main pour lui amener à ces idées-là. L'unique arme de Jasmine, c'est son corps, voilà. Une arme fatale, hein, bien sûr, pour même l'arme terrible d'une femme, c'est son corps, et là, ça n'y échappe pas, hein, aussi, pour tous les mecs, hein. Alors, pour conclure, parce que je crois que cette critique, elle aura aussi duré encore une plombe. Alors, c'est plus des vidéos de présentation que des critiques. Maintenant, je m'en rends compte de plus en plus, hein. Plus j'en fais, plus je m'en rends compte. C'est un film très puissant, très sensible. C'est une comédie très fraîche. Promesse d'aventure, une aventure magique, avec beaucoup de produits dérivés de toutes sortes. Ceux qui l'ont vécu, ce film, je pense que vous avez été touchés par tous ces produits dérivés. Et jusqu'à récemment, une comédie musicale à Broadway qui se met en place. Je crois qu'elle est en train d'être jouée, ou elle se met en place, je sais plus exactement, mais voilà, c'est un film qui est quand même marquant. Ah, quelle note je peux lui mettre ? Ah, je lui mettrais un bon 15 sur 20. Ouais. Alors bien sûr, les mettre des notes, faut pas trop vous formaliser sur ça. Hein. Faut pas. C'est comme ça une note pour me donner un souvenir de justement l'époque où j'ai fait ma critique, qu'est-ce que j'en avais pensé de façon synthétique. C'est amusant de voir après les différences que je peux avoir quelques années plus tard, mais cela n'empêche en rien à Aladdin d'être un Disney reconnu qui mérite de s'y attarder assez longuement, voilà, avec le racisme, l'orientalisme, un cocktail ciné-Disney, et bien qu'avec la mondialisation, The Walt Disney Company est très vite compris qu'elle devait accélérer l'universalité de ses films. Ils investirent dans la distribution internationale et ont financé des projets ambitieux ailleurs qu'aux États-Unis. Euro Disney, Disneyland Paris, la belle époque, quoi. Le contenu même des longs métrages reste forcément très américanisé. Il faut pas s'en offusquer, c'est tout à fait normal, c'est issu du pays où c'est fait. J'ai pas tout dit, c'est extrêmement riche. Là, je vous ai parlé un peu de sexualité, mais il y a des gender studies, c'est-à-dire des études du genre masculin et féminin, qui sont très très importantes concernant ce film. Il y a aussi des études de l'infrastructure sociale présentées dans le film. C'est des études formidables, très passionnantes, très très référencées. C'est des fois des textes que vous pouvez trouver en anglais, donc c'est un petit peu dur, mais c'est vraiment un film qui mérite beaucoup d'écrits. On voit bien que Aladdin offre
à son jeune public un panel de représentations extraordinairement limité, stéréotypé, en même temps très très fun et amusante à regarder. En termes de personnages masculins et féminins, je pense tout de suite aux filles qui sont en train de danser et tout d'un coup il y a le génie qui passe derrière en espèce de travelot dégueulasse. Et l'autre elle dit j'ai de la barbe au menton. C'est tellement ridicule. Mais voilà, le génie il fait n'importe quoi dans le film. Voilà, c'est tellement marrant, mais en même temps, voilà, il y a des trucs. Il y a des trucs dans ces premiers Disney là des années 90 qui vont après augmenter de façon, j'ai envie de dire exponentielle. Je veux dire la représentation de la femme, Nala dans le Roi Lion ou Mégara dans Hercule. Ça va toujours continuer comme ça, hein. La femme objet, de plus en plus objet, jusqu'à devenir l'objet ultime, la femme objet clairement dans l'Atlantide. Et d'ailleurs après l'Atlantide, si je me trompe pas, il n'y a plus de princesse. C'est terminé pendant un bon moment, jusqu'en 2009 avec La princesse et la grenouille. Donc c'est pas anodin, parce qu'à un moment ils sont arrivés à un point de non-retour et qu'ils ne pouvaient plus créer de princesse. Même, je me rappelle Cusco, c'est carrément les princesses n'existent plus, quoi. C'est toi t'es moche, toi t'es trop intelligente, ça m'intéresse pas, toi je pense que tu penses que t'es belle, mais en fait t'es une merde. Voilà, des trucs comme ça. Vraiment, on coupe le lien avec la princesse. Donc, je fais couvrir des portes avec ces vidéos, avec ces critiques, parce que sinon la vidéo ferait 3 heures. Là, elle dure très très longtemps. Mais voilà, je voulais vous expliquer 2-3 machins. Alors, je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas que je parlerai des suites d'Aladin. J'ai vu Aladin 2, Le Retour de Jafar, il est assez mauvais, l'animation est nulle, Iago est trop présent, et c'est télévisuel, hein. Ça se voit tout de suite, c'est télévisuel, c'est pas super, voilà. Alors j'ai pas vu Aladin et le Roi des voleurs ou je sais plus quoi, enfin la 3e suite, je l'ai pas vu, peut-être je regarderai, il y a quelqu'un qui m'en a dit du bien sur YouTube, donc peut-être je regarderai hein, si je le vois passer, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, c'est ces vidéos qui me prennent un peu de temps à être écrites, je m'excuse pour le retard, mais voilà, c'est un peu normal en même temps. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à poster des commentaires, hein. Si vous voulez réagir à ce que je dis là sur les Arabes, sur la sexualité, si j'en fais trop ou non, ou pas, si vous avez trouvé que c'était juste de parler un petit peu de ça, ne serait-ce que de l'évoquer, de le sensibiliser quand même pour pas, il faut pas l'ignorer quoi, clairement. Donc voilà, n'hésitez pas à poster des commentaires, et quant à moi, eh bien je vous donne rendez-vous bientôt pour 2 analyses de séquences qui seront des séquences de 20 milieux sous les mers. Alors je comprends bien que 20 milieux sous les mers c'est peut-être pas le Disney le plus connu, et surtout au vu du nombre de vues de ma critique, j'ai bien compris que c'était pas forcément le Disney que vous attendiez le plus. Cependant, il y a des séquences formidables, 2 séquences qui sont des classiques, et après je continuerai avec 2 films de 1995, Pocahontas et Dingo et Max. Alors vous vous dites, mais où il est le Roi Lion? Eh bien le Roi Lion, il a déjà été fait, hein. Je le rappellerai, mais c'est une des premières critiques sur ma chaîne. Donc je vous invite à rentrer dans les profondeurs de Cinefiles pour retrouver cette vidéo. Elle n'est pas aussi précise que les vidéos que je fais pour ce cycle, mais voilà, je l'ai quand même faite et je ne vais pas la refaire. Donc vous aurez peut-être une 2e analyse de séquence sur le Roi Lion. Je vous rappelle que la première c'était sur les différences VHS Blu-ray. Je ne vais pas revenir sur le Roi Lion encore une fois en termes de critique. Je passerai directement aux années suivantes. Et quant à moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous remercie de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux. Voilà, moi ça me touche beaucoup. Ensemble, on va payer un chemin de route passionnant à travers tous ces Disney. Quant à moi, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!